Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ce magnifique fusil mitrailleur modèle 1924-29 de la manufacture de Châtellerault. Ce que j'aimerais vous présenter, c'est un peu l'histoire de ses origines, aussi décrire le fonctionnement et identifier quelques particularités mécaniques intéressantes, et aussi discuter l'utilisation, donc son rôle dans le groupe de combat, en particulier pendant la drôle de guerre, donc 1939 à 1940. Alors, suite à la Première Guerre mondiale, la France embarque en un ambitieux programme de renouvellement d'armement qui concerne toute la plage, donc les armes de poing, les armes d'épaule, les mitrailleuses, les fusils mitrailleurs, et ainsi de suite. Et peut-être celui qui a eu le plus de succès et qui fut développé le plus rapidement, c'est le fusil mitrailleur. Donc dès 1921, le cahier de charges est déposé avec la liste de caractéristiques souhaitées. Et en fait, ce sont des caractéristiques parfaitement compréhensibles et rien d'exotique si on veut. Le poids est souhaité être approximativement 9 kg. Il faut que l'arme soit refroidie à l'air, tout simplement, avec un canon de 60 cm chambre incluse. La cadence souhaitée est de 300 à 500 coups par minute, de préférence plutôt vers les 300. Elle peut être alimentée par une bande ou par des chargeurs. Si ce sont des chargeurs, ils auront une capacité de 20 à 30 coups. Ensuite, il faut qu'elle soit fabriquée avec des matériaux et des techniques usuelles, donc rien d'exotique. Il faut un démontage facile avec par exemple comme outil une simple cartouche. Le canon doit être démontable facilement ou rapidement. En fait, ils ont choisi facilement à la fin. Je vous montrerai ça plus tard. Il faut qu'il soit parfaitement protégé de la boue. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont vraiment bien fait avec le système de volet que vous verrez plus tard, qui couvre le port d'éjection et d'alimentation. Donc là, en conditions de transport, il n'y a aucun endroit où la boue peut être pénétrée. Ça, c'est grâce aux leçons de la Première Guerre mondiale, sans doute. Il faut qu'il soit doté d'une béquille et d'un bipied, fixe ou mobile. Aussi, il faut qu'il soit équipé d'une sangle pour permettre le tir en marchant, puisque c'est encore une philosophie qui a encore son poids pour les militaires. Il soit capable du tir en coup par coup ou automatique. Et il faut que la sûreté soit fiable et aussi facilement accessible. Et il faut que le tireur puisse facilement déterminer la position de la sûreté. Et là, malheureusement, à mon avis, ils ont plutôt raté puisque la sûreté est minuscule et au toucher, c'est un peu difficile de savoir si elle est active ou pas. Donc voilà la situation en 1921 et les candidats donc, sont invités à proposer leur prototype. Ensuite, en 1929, les caractéristiques souhaitées sont devenues un peu plus étroites. Et là, il est spécifié que les organes de visée pour la hausse seront avec un œilleton, donc qui est en fait caractéristique des armes françaises de cette époque. Le levier d'armement sera à droite, l'éjection sera latérale, à droite ou à gauche. L'arme sera alimentée par des chargeurs maintenant, donc les bandes sont éliminées. Et aussi, il est souhaité que la cadence soit à 400 coups par minute. Si on a appel à un ralentisseur pour fixer cette cadence, il faut que ce soit un ralentisseur donc, non ajustable, donc avec une cadence unique, puisque un soldat, c'est soldat, ça va tripatouiller si c'est tout possible. Donc, voyons voir les candidats pour le programme. Alors avant de vous présenter brièvement les différents candidats pour le programme fusil mitrailleur, deux choses. Premièrement, il faut savoir que le calibre 7.5 masse n'était pas encore créé, ni son prédécesseur. Donc pour les essais, il fallait simplement que l'arme soit chambrée pour une cartouche
d'environ 7 à 8 mm, 8 mm Mauser par exemple, et la soi-disant cartouche américaine, donc le 30-06. Et deuxièmement, là je vais utiliser quelques désignations de modèles qui sont plus ou moins correctes. J'ai essayé différentes sources et malheureusement il y a tendance à mélanger les désignations de modèles du prototype ou du fusil actuel et simplement des appellations dues à l'année du test. Alors s'il y a des experts qui peuvent clarifier exactement la désignation de tel ou tel modèle, vous pouvez rajouter ça volontiers dans les commentaires. Donc on va commencer par le fusil mitrailleur Madsen, le modèle final 1922 apparemment. Il y a eu une relation assez compliquée avec ce petit fusil mitrailleur, puisqu'il semble qu'il a été rejeté plusieurs fois, et à chaque fois pas tout à fait. Donc on le ramenait, un peu amélioré, on le retestait, on rejetait, il était encore un peu modifié, il revenait, enfin ça a duré 2 ans, jusqu'il soit rejeté pour de bon. On appréciait donc le fait qu'il soit extrêmement compact et maniable. Par contre, son mécanisme est assez différent du système à gaz usuel et on se posait des questions au niveau de l'instruction. Et aussi, le mécanisme est tel que dans certaines conditions, il reste une cartouche, soit dans la chambre, soit dans le système d'alimentation. Donc bien sûr, ça posait des questions, des problèmes de sûreté. Ensuite, il y a le fusil mitrailleur Lewis. Donc ça n'a rien à voir avec le modèle, disons, de la Première Guerre mondiale qu'on connaît donc avec la gaine de refroidissement et puis le chargeur en disque. C'était un système de ce qui s'appelle shock rifle, donc ça utilise l'onde de choc au canon pour articuler le système de répétition. Et donc voici la section du brevet. Et d'après les rapports, il y avait un recul extrêmement violent et c'était prêt à exploser à tout moment. Ça ne s'est pas passé, mais vu les rapports, c'était quand même, ça faisait quand même assez peur. Il a été redéveloppé très rapidement pour utiliser un piston à gaz, mais ça n'a pas amélioré les choses. Donc ça a été, dans l'espace d'une année, ça a été rejeté définitivement. Donc ensuite, nous avons le système Hotchkiss. Donc c'est le successeur du fusil mitrailleur Hotchkiss portatif. Et il est disponible soit avec une alimentation par bande rigide, soit avec boîte chargeur, comme il l'appelait à l'époque. Et là, il semble qu'il n'y ait eu pas de problème particulier. Par contre, il fut remarqué que l'alimentation avec les bandes rigides était beaucoup mieux que celle avec le chargeur. Et comme je vous ai dit précédemment, en 1923, il est décidé de fixer définitivement sur une alimentation par boîte chargeur. Et je suppose qu'ils n'ont jamais réussi à améliorer l'alimentation par ce moyen, donc ils ont dû malheureusement la rejeter. Ensuite, nous passons au modèle proposé par le général Pacha Berthier. Donc il s'agit de André Virgile Paul-Marie Berthier. Il était général dans l'armée turque à l'époque, mais qui était extrêmement intéressé par le développement des armes automatiques, même avant la Première Guerre mondiale. Et en fait, il y a eu un succès médiocre au niveau mondial, en fait, et à la fin, il s'associe avec la boîte Vickers en Grande-Bretagne, où là, il propose des modèles qui ont un succès relatif. Donc il y a en fait 2 fusils proposés en parallèle. Donc un premier produit par l'association Vickers-Berthier, donc produit par Vickers en Grande-Bretagne, et une autre série proposée en collaboration avec l'AMAC, notamment Monsieur Rebel, qui travaille donc à l'AMAC, qui propose certaines améliorations, très important pour l'étape finale
du développement de ce fusil qu'on verra dans un instant. Là, il ne semble pas y avoir beaucoup de problèmes. En fait, il y avait juste quelques problèmes concernant l'infiltration de boue et aussi sur l'alimentation, mais il ne semble pas y avoir beaucoup de problèmes. Donc ensuite, nous passons au fusil MAS 1922-1923. Alors là, il s'agit en fait de copies, au moins au niveau mécanique, du fusil automatique Browning, BAR. Et il semble qu'ils n'ont jamais pu vraiment être au même niveau de fonctionnement et de qualité que la version Browning. Ça arrive souvent quand on essaye de copier quelque chose sans les schémas, les dimensions, enfin tout le paquet technique d'une arme. Pouvez-vous peut-être poser la question comment ils ont eu le droit de copier simplement le fusil Browning? Eh bien, en fait, en France, le fusil automatique Browning ne fut breveté qu'à partir d'avril 1924, donc suite à l'adoption du fusil 1924. Alors, il n'y a jamais eu de problème de propriété intellectuelle de ce côté. Mais, comme j'ai dit, la masse n'a jamais perfectionné le système pour égaler le fusil Browning véritable, donc malheureusement, ça s'est arrêté là. Alors, revenons bien sûr au fusil Browning. Alors, dès la fin de la Première Guerre mondiale, surtout l'infanterie ont adoré le fusil Browning, fusil mitrailleur Browning. C'était le fusil mitrailleur parfait, une bonne cartouche, très fiable. Et donc en fait, la France aurait été prête à l'adopter tel quel, peut-être avec quelques modifications. Mais en 1923, Browning, enfin plutôt Colt, avec Browning, leur dit « Aucun problème, on peut vous donner une licence pour la production, mais ça vous coûtera 2 millions de dollars. » Donc si on pense à une économie immédiatement après-guerre, c'est une somme faramineuse, et même pour une économie, disons, riche. Donc, bien sûr, c'était catégoriquement impossible de se procurer une licence avec cette somme. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que à l'époque, la FN a aussi produit un fusil mitrailleur Browning, donc ils étaient partenaires avec Browning à l'époque, donc de leur côté, il n'y avait aucun problème, mais ils n'ont jamais proposé, disons, leur version pour faire concurrence à la proposition de Colt. Donc je suppose qu'il y avait un accord entre les deux que FN ne pouvait pas proposer un prix inférieur, puisque ça aurait été la solution idéale. Ça aurait pu être produit directement à la FN sans licence. Donc si vous connaissez un peu plus sur les détails de la négociation entre la France, Colt et FN, ce serait intéressant d'en savoir plus. Donc voilà l'histoire d'amour entre la France et le fusil mitrailleur Browning en est fini là. Question d'argent, malheureusement. C'est bien beau tout ça, mais où apparaît le fusil de Châtellerault dans cette histoire? Alors, il apparaît soudainement, plus ou moins, en 1923, suite aux négociations désastreuses pour le fusil Browning. La MAC donc, propose au comité de développer un fusil plus ou moins basé sur le système Browning, mais simplifié. Et puis, tant qu'à faire, on peut aussi inclure des caractéristiques intéressantes qu'on a remarquées lors de la production des différents prototypes pour les essais. Notamment le système Berthier, comme j'ai dit. Une quantité des fusils d'essais du système Berthier ont été produites par la MAC. Et c'est plus ou moins ce que nous avons ici. Nous avons donc un Browning simplifié, inversé, avec pas mal de choses qui sont tirées directement des prototypes Berthier, mais qui ont été développés par M. Rebel, qui était donc employé à la MAC.
Alors, donc encore en 1923, le premier prototype est proposé. Et en janvier 1924, le fusil mitrailleur 1924 est donc adopté. Il a été testé donc côte à côte avec le fusil mitrailleur Browning et a été trouvé supérieur sur plusieurs points, notamment la précision. La cadence de feu était plus proche du 400 coups par minute requis. Extrêmement facile à démonter, comparé à un fusil Browning, ça c'est absolument vrai. Ensuite, le changement de chargeur était plus facile. Je vois pas vraiment la différence personnellement. Je sais qu'il y avait une différence d'opinion entre l'infanterie et la cavalerie. L'infanterie préférait une alimentation par le haut, la cavalerie vers le bas. L'infanterie a gagné. Ensuite, il y a le verrouillage de la culasse à la fin d'un chargeur. Le système de détente est aussi extrêmement simple et finalement, il est extrêmement bien protégé contre la boue. Et donc voilà. Donc, je vais juste vous présenter son fonctionnement. Alors je vais la préparer pour le tir si on veut. Premièrement, on sort l'œilleton. On libère le levier de verrouillage des boîtes chargeurs et on fait basculer le volet. Donc maintenant, l'ouverture d'alimentation et d'éjection sont maintenant accessibles. Son fonctionnement est basé sur le système d'une culasse ouverte et calée. C'est-à-dire que il faut armer la culasse, elle est maintenue à l'arrière et lors de l'appui sur la détente, celle-ci va en avant, elle va prendre une cartouche du chargeur, la chambrer, elle est ensuite verrouillée. On a vu le petit mouvement de verrouillage en haut, je vous montrerai exactement ce qui se passe dans un instant. Et une fraction de seconde après, la cartouche est percutée. Et ensuite, le cycle de recul, de répétition, commence. Et en mode automatique, la culasse va faire son va-et-vient jusqu'à l'épuisement du chargeur. En mode semi-automatique, qui est la détente ici à l'avant, on fonctionne toujours avec la culasse ouverte. Lors du tir, le cycle de mise à feu est identique, sauf que lors du recul, la culasse reste en arrière jusqu'à le prochain appui de la détente. Donc là, si je le relâche, le système est remis à zéro et on est prêt pour le prochain coup. Ça reviendra et on est prêt à repartir. Donc là, j'utilise le levier juste pour ralentir la culasse. Normalement, lors du tir, on la remet en avant, puisqu'elle ne suit pas, elle ne chemine pas avec la culasse. Alors, le système utilise un piston à gaz. Donc nous avons une prise de gaz ici. Et ensuite, nous avons un petit téton ici, donc ça fait 90 degrés, dans une tête de piston, qui est comme une forme de tulipe. Et donc le gaz sort dans l'ouverture du piston et ça fait répéter le système. Je vous en montrerai le piston à gaz dans un instant. Ici, nous avons un bouchon qui est simplement qui bloque l'accès pour le nettoyage du téton ici. Donc le système est non ajustable. Donc ici, ce bouchon par exemple n'a pas une série d'ouvertures de différents diamètres qui pourraient réguler la quantité de gaz qui va au piston. Donc nous avons une dose de gaz unique à chaque coup. Alors en ce qui concerne le démontage, c'est extrêmement rapide. Il faut juste dévisser la goupille ici, faire basculer le groupe de détente et enlever la crosse.
Ensuite, nous avons tout juste visible ici la tige d'éjection. Donc on peut l'enlever sans plus. Pas besoin d'extraire quoi que ce soit du bloc de culasse. Et on peut simplement le remplacer. Et si vous pensez que ces deux pièces ici sont facilement perdues, eh bien à l'époque ils ont pensé exactement la même chose. C'est pour ça qu'ils ont mis un petit compartiment logement à l'arrière de la crosse, ici, où il y a justement une goupille et une tige d'éjecteur de rechange. Donc ensuite, pour le reste, tout ce qui reste à faire, c'est extraire le système en faisant attention à ses pieds. Et voilà le système de répétition à gaz. Voici le piston. Ce qui est très intéressant, c'est que ils ont caché le ressort de récupération à l'intérieur, donc coaxial avec le piston. Celui-ci est en appui contre le crochet ici à l'avant. Donc voici comment l'appui du ressort récupérateur marche. Donc un système extrêmement compact. Donc voici la culasse mobile sur le haut du piston. Donc c'est un système avec des bielles ici. Donc en position verrouillée, elle est dans cette position-ci. Nous avons l'épaulement ici en haut qui vient se caler contre cette surface de cam ici, qui est bien sûr plus dure, en acier plus dur que le reste du boîtier, et qui peut aussi être remplacé. Il suffit d'enlever cette plaque ici et on peut installer une nouvelle surface, une nouvelle tige de cam à l'intérieur. Alors juste enlever cet axe pour vous montrer le reste du piston. Donc l'axe supérieur ici est captif, donc il ne peut pas le perdre. Alors nous avons ici le bloc percuteur. On peut voir qu'en fait il s'agit de deux pièces. Donc la partie avant ici peut être remplacée en cas de brisure. Par contre, il est fortement poinçonné, donc il faudrait aller en armurerie pour qu'il puisse chasser cette goupille, remplacer la pointe du percuteur et remettre une goupille en place. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque le bloc mobile est verrouillé, si on regarde à l'avant, le percuteur fait saillie juste au bon moment quand la culasse est verrouillée. Et ici nous avons l'extracteur qui lui est mobile et aussi facilement remplaçable. Il suffit de pousser fortement en arrière et on peut l'extraire pour le remplacer si besoin. Et pareil pour le remettre en place. D'ailleurs, celui-là a besoin d'être remplacé. Alors, revenons un peu à la crosse, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Alors, comme j'ai déjà indiqué, ici à l'arrière, il y a un petit logement pour un éjecteur et une goupille de rechange, donc les deux pièces qu'on aurait plus tendance à perdre lors d'un démontage rapide. Ensuite, nous avons ici une ouverture, un autre logement et un poussoir pour verrouiller la béquille. Elle est bien retenue en place. Alors, la béquille est ajustable en longueur avec un filetage. Là, on peut aussi verrouiller une extension voulue. Il y a aussi des distances, enfin des numéros de repère sur le filetage et aussi ici sur le haut du rouleau. Je ne sais pas à quoi ils correspondent, si ce sont des distances ou simplement des points de repère pour pouvoir retrouver une position voulue. Le guide technique ne m'a pas éclairci ce point.
Ensuite, nous avons plein de choses ici à l'avant. Alors en fait, tout ceci est un système de fixation de la cadence, en fait, un ralentisseur si on veut. Alors nous avons ici en haut un amortisseur qui lui tout simplement amortit l'arrière de la pièce mobile pour pas qu'elle bute contre derrière ici trop violemment. Et ensuite nous avons ici une masselotte qui elle va osciller dans un tube, donc sollicitée par un ressort. Et nous avons une gâchette. Alors cette gâchette est commandée par la masselotte et aussi vers le haut par un plot aussi sollicité par un ressort vers le haut à l'arrière ici à la queue de l'ensemble de détente. Donc ce qui se passe, c'est que en fin de trajet, l'ensemble mobile ici va donc buter, donc la pièce mobile va buter contre l'amortisseur ici. Le piston va frapper la masselotte qui elle va disparaître dans la crosse. Elle va donc libérer la gâchette vers le haut, sollicitée par le plot de l'ensemble de détente. Et dans cette position, elle retient une fraction de seconde tout l'ensemble. Donc elle s'imbrique ici dans cette encoche. Lorsque la masselotte revient, sous un ressort qui est plus puissant que le ressort qui pousse la gâchette vers le haut, ça va relâcher tout l'ensemble qui est libre pour repartir à l'avant. Donc si on s'y connaît un peu en horlogerie, c'est remarquablement similaire à un système d'échappement de base. Si on considère la masselotte ici comme étant un oscillateur, la gâchette ici fait guise d'encre, et puis l'ensemble du piston à gaz comme la roue d'échappement. Alors maintenant qu'on a fait l'histoire et la théorie, on va voir comment le groupe de combat est organisé. Alors le membre le plus important, c'est bien sûr le tireur. Donc en plus du FM, dans son havresac, il a 3 chargeurs garnis à utiliser en cas d'urgence et la béquille. Donc la béquille devait être utilisée si possible à tout instant, si le terrain le permettait. Sinon, il fallait simplement sortir le clapet. Donc la position de tir couché était parfaitement en ligne avec le fusil mitrailleur, les pieds joints. Donc ici. Et sans la béquille, simplement bien supporté sur l'épaule et bien stable. La deuxième personne la plus critique, c'est le chargeur. Donc son rôle, c'est simplement de garantir l'alimentation du fusil mitrailleur en continu, en changeant les chargeurs. Donc il a sur lui 10 chargeurs garnis dans une sacoche et comme armement personnel, il aura un pistolet, normalement un rubis, avec 3 chargeurs garnis. C'est aussi lui qui est responsable pour les articles de nettoyage pour le fusil mitrailleur. Donc il aura la baguette, les chiffons, les brosses et ainsi de suite. Les pièces de rechange, par contre, sont la responsabilité du tireur. Miaou! Ensuite, il y a l'équipe d'un pourvoyeur et 2 ravitailleurs. Le pourvoyeur doit tout simplement alimenter les chargeurs en boîte chargeur garnie et reprendre des chargeurs vides. Les 2 ravitailleurs, eux, doivent aller chercher les boîtiers garnis des autres membres de l'équipe et aussi regarnir les boîtes chargeurs vides. Donc pour ceci, ils ont un adaptateur qui va sur les chargeurs et prend les lames usuelles. L'un des ravitailleurs serait aussi par exemple responsable d'aller chercher des munitions auprès un autre groupe de combat. En termes d'armement individuel, si le groupe de combat est équipé de Berthier, ils auront un mousqueton Berthier. Sinon, ça sera un MAS 36. Et avec ceci, 45 cartouches individuelles. Donc le pourvoyeur et les ravitailleurs auront chacun 4 chargeurs garnis pour le fusil mitrailleur et aussi 250 cartouches dans un pack. Ensuite, nous avons 3 fusiliers avec 90 cartouches et un chargeur garni pour le FM. Ensuite, nous avons un grenadier armé de son lanceur VB pour MAS 36 ou fusil Lebel, 45 cartouches, les grenades VB bien sûr, et
un chargeur garni pour le FM. Il y a le chef de groupe de combat, le sergent, qui lui a son fusil, 45 cartouches et aussi un chargeur FM en cas d'urgence. Et n'oublions pas le caporal qui lui fait le véritable travail d'organisation, qui a son fusil, 45 cartouches et aussi un chargeur FM garni en cas d'urgence. Alors une chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est cette sangle extrêmement robuste, faite en cuir très très épais. Et dans la notice, il est stipulé que la sangle doit être toujours portée. Comme ça, si le tireur doit se déplacer rapidement, il n'a pas besoin de l'enfiler, il est prêt à partir. Et l'une des choses intéressantes est ce crochet ici, à l'avant, et ce dé à partir à peu près à demi-longueur sur la sangle. Et en fait, on peut simplement mettre les deux ensemble, très rapidement, ce qui nous permet de faire ça. Donc je crois que j'ai adressé tous les points saillants sur l'histoire et le fonctionnement de ce fusil mitrailleur. Je pourrais bien sûr continuer puisque c'est un système intégré, donc il y a toutes sortes de modifications et d'accessoires selon l'utilisation du fusil mitrailleur. Il y a tout un lot d'accessoires pour la défense anti-aérienne, des organes de visée, des montures, des adaptations pour le monter sur des véhicules, pour les forteresses, aussi des accessoires pour les troupes aéroportées, des troupes de montagne, tout ça, peut-être une autre fois. Par contre, ce que je veux très brièvement adresser, c'est le nombre de fusils mitrailleurs produits. Donc nous avons une série initiale de 45 000 pièces chambrées dans la cartouche initiale, donc 7,5 1924, donc la cartouche la plus longue. Et ensuite, jusqu'à juin 1940, il fut encore 90 000 produits modifiés M29, donc pour la nouvelle cartouche un peu raccourcie. Et ensuite, après-guerre, jusqu'à 1957, il fut encore 43 000 produits. Et ensuite, nous avons la transition à la A52. La transformation de la première série fut pas vraiment instantanée. Ça a été fait petit à petit, en parallèle avec la production du nouveau modèle. Et même, il y a certaines unités au fin fond des colonies qui ont reçu que très tardivement la version M29, tout simplement parce que il fut produit un nombre considérable de cartouches M24 et il fallait quand même les brûler. Alors les unités qui n'allaient pas recevoir la cartouche M29 d'ici longtemps, ils pouvaient simplement utiliser toute la munition M24 jusqu'à épuisement et ensuite il y aurait donc un nouveau modèle envoyé. Donc je porte ce treillis pas simplement pour me faire plaisir, c'est juste pour indiquer un peu la vie, sa carrière qu'a eu ce fusil mitrailleur. Il a commencé bien sûr au milieu des années 20, ensuite à travers la drôle de guerre, l'occupation, le gouvernement de Vichy l'a utilisé. Ensuite nous avons après-guerre l'Algérie, l'Indochine, toutes sortes d'interventions dans le monde, en Afrique du Nord, ainsi de suite. Et il termine finalement sa carrière en réserve auprès de la gendarmerie, où il fut définitivement retiré en 2004. Et ceci tout simplement puisque la production de la 7.5 x 54 fut définitivement stoppée, donc il faisait sens de le retirer définitivement de service. À ce que je sache, tous ceux qui étaient dans les armureries ont simplement été versés à Saint-Étienne, où il fut malheureusement neutralisé. Mais au moins celui-ci est sain et sauf. Et tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de remercier
tout le monde pour votre patience. J'espère que vous avez appris quelque chose. Merci à tous nos patrons, sans lesquels on peut tout simplement pas continuer comme chaîne. Et merci aussi à tout le monde pour vos commentaires, suggestions, encouragements sur toutes nos plateformes. Et pour remercier, voici un peu de Full Auto. Das auch eingezahlt? Weißt du, wann ich das genommen habe? Für mich okay. Was ist jetzt das da? Das ist das Gleiche. Oh, das Gleiche. Ein anderer Lauf. Ah, Anderer okay. Lauf, kleiner und ein Laufwerker. Ja. So ein PKM einfach. Oh, was ist das? Hast du das kaputt laufen? Ja, der war Knopf am Morgen. Nein. Normalerweise nicht so wie die kurze Lauf. Normalerweise die direkt ab. Bist du Umgebung auch? Weißt du noch, wie es geht, Jörn? Ja, ja. Aufschlagen. Schick mal nicht so blöd. Da schon hinten dran. Ich bin wieder auf dem normalen Feld. Funktioniert das Magazin rauf? Was? Wem? Und nach Das Magazin